Crime se dirige maintenant à une centaine de kilomètres à l'est de Bordeaux, dans la ville de Périgueux. Au printemps 2012, une sordide affaire de pédophilie éclate au grand jour. Voici un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir les destins brisés de jeunes garçons, manipulés et bafoués par leurs mentors. Une effroyable affaire criminelle qui a pourtant bien failli ne jamais être révélée. Il y a une véritable emprise psychologique, bien sûr. Des enfants et un adulte. Comment il peut en être autrement? Ça ne peut pas être autrement. La relation est totalement déséquilibrée. Il n'y a pas de relation. C'est un chasseur et c'est des proies. Un prédateur des proies. Nous sommes à Périgueux, au cœur de la Dordogne. Construite il y a plus de 2000 ans, sur les bords de la rivière Lille, la ville possède pas moins de 44 monuments historiques, avec notamment sa célèbre cathédrale. C'est une petite ville de province, une petite préfecture, 30 000 habitants, une centaine de milliers si on y ajoute l'agglomération. Ce qui est sûr, c'est que c'est la capitale de la Dordogne, la grande ville de la Dordogne. Il y a une cité gallo-romaine, il y a un musée, une belle petite ville où c'est très très agréable de vivre. Mais au printemps 2012, la plénitude périgourdine va être mise à mal. Au matin du 27 avril, le commissariat de la ville reçoit un appel de la brigade de protection des mineurs de Paris. Dans leurs locaux, un jeune homme de 21 ans, que nous appellerons Vincent, veut déposer plainte. Il relate les faits en indiquant que pendant plusieurs années, il est victime dans un premier temps d'agressions sexuelles et de viols de la part de cette personne qui, en plus, à l'époque, est en lien avec les enfants. Ces viols, dénoncés par Vincent, ont été commis il y a 13 ans, dans la commune de Périgueux. Alors, que s'est-il réellement passé durant son enfance? Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de se confier? Et qui est cette personne que le jeune homme accuse? À Périgueux, la police judiciaire convoque Vincent afin de compléter son témoignage. Face aux officiers, le jeune homme revient en détail sur son parcours et son enfance en Dordogne. Il avait une maman qui travaillait beaucoup justement pour essayer de subvenir aux besoins de la famille, qui avait plusieurs emplois, donc qui était assez peu présente à la maison. On parle d'un jeune homme un peu désabusé, qui a plus de repères familiaux, qui est un petit peu, j'allais dire, isolé au sein de sa propre famille. Quelqu'un de relativement addict aux jeux vidéo, hein, il le disait lui-même, hein, il était accro. En 1999, Vincent a 8 ans lorsqu'une salle de jeu en réseau ouvre ses portes à 2 pas de l'école primaire. Une véritable aubaine pour ce jeune garçon qui trouve refuge dans cette antre du jeu vidéo. Il allait souvent à la salle de jeu, Netrunner. Il n'avait pas une vie familiale facile, manifestement. Chaque jour, Vincent, complètement livré à lui-même, passe plusieurs heures à jouer avec ses amis virtuels. Et là, il rencontre le gérant de la salle, qui est en même temps le maître de ces jeux de réseau. Et il sympathise, il se met à se faire confiance, il s'aide, il s'entraide. Le gérant devient un petit peu de maître de jeu, il devient un peu grand frère, ami, confident. Au fil des mois, ils deviennent de plus en plus inséparables. Yannick, le fameux gérant de 28 ans, devient alors un véritable mentor pour le garçonnet. Vincent le dit, hein, s'il a aussi développé
j'allais dire cette amitié, enfin en tout cas ce rapprochement avec Yonick, c'est avant tout parce qu'il était addict aux jeux vidéo. Au fil du temps, Vincent et Yonick développent une autre passion, celle pour les figurines à peindre. Une activité minutieuse qui va les amener à se rapprocher davantage. Cette passion, ils vont la poursuivre de la salle de jeu à chez Yonick, donc le gérant de la salle de jeu. Et ils continueront comme ça, toujours en resserrant ce lien. Jusqu'au moment où Yonick va faire de plus en plus découvrir son propre univers à cet enfant. Mais ces journées et ces soirées chez Yonick vont peu à peu dégénérer. L'homme commence à abreuver Vincent de vidéos pornographiques. La sexualité qu'ils voient à la télé, c'est celle que Yonick va leur présenter. C'est celle d'enfants mineurs qui pratiquent des actes sexuels, mais de manière très édulcorée. C'est pas des images, c'est pas du gore, c'est pas du trash. Non, mais ça reste de la pédophilie brute. Des viols d'enfants, on parle de ça. Mais ce n'est pas tout. Yonick organise également dans le huis clos de son appartement des jeux, pour le moins obscènes. Cap, pas cap, action, vérité, des choses comme ça. Quand on dit action, c'est caresse-moi la jambe, l'entrejambe, l'oreille, un baiser, une embrassade, baisse ton pantalon. Et de fil en aiguille, on en arrive à des jeux de plus en plus érotisés, même s'ils étaient en réalité dès le départ érotisés ces jeux, mais de manière bien plus manifeste, jusqu'au moment où on va arriver à des actes. C'est un engrenage qui est assez étonnant, que cette progression lente vers le viol, et où là on sent que Vincent est entre guillemets pris au piège, parce que c'est à ce moment-là où il peut plus parler. On sent que il disait qu'il était plus rien. Durant 5 longues années, Vincent subit les assauts de son mentor. Il le vit de plus en plus mal. Chez lui, il parle plus. Il se renferme sur lui et il est prisonnier d'une mâchoire qui s'est refermée. Cette mâchoire, c'est Yonick. Ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que Vincent cesse finalement de fréquenter Yonick et la salle de jeu en réseau. Complètement perturbé, l'adolescent se réfugie alors dans les stupéfiants. À sa majorité, il déménage à Paris, mais ne parvient pas à échapper à ses vieux démons. On sait qu'il se drogue, qu'il a pratiqué des scarifications, il n'a plus de boulot. En fait, sa vie, il s'aperçoit que c'est un échec total. Enfermé dans une spirale infernale, Vincent est incapable de se confier à ses proches, ou même de déposer plainte. Pour le docteur Albardier, médecin psychiatre spécialisé dans les actes de pédophilie, ce mutisme est symptomatique des victimes d'agressions sexuelles. Parfois, il y a des enfants qui ne parlent pas parce qu'ils se sentent coupables, parce que l'agresseur les a mis dans une situation où il leur a expliqué, par exemple, si tu racontes les choses, ton papa va mourir, on se verra plus, ou des choses comme ça. À l'image de Vincent et de son parcours chaotique, cette emprise psychologique peut avoir de lourdes conséquences. Mentalement, il va vivre les choses, un peu se dissocier. On appelle ça la dissociation. C'est-à-dire qu'à la fois, il va vivre quelque chose qui est tellement étranger que pour s'en protéger, finalement, il peut faire soit un blackout par rapport à ça, comme s'il n'y a pas de souvenir, une forme de déni de cette situation-là, et puis vivre comme si il vivait en surface. Avec les années, des choses très naïves, une odeur, une image, une histoire, une pensée, une rencontre, quelque chose qu'on n'arrive pas à forcément identifier, va ramener ce phénomène-là. Dans le cas de Vincent, c'est un récent séjour dans sa ville natale qui va le pousser à déposer plainte ce 27 avril 2012. En parallèle de cette audition, les brigadiers de Périgueux travaillent sur une autre affaire de pédophilie. La police enquête de son côté, fait son bonhomme de chemin sur des téléchargements de fichiers pédopornographiques mettant en scène donc des enfants se faisant violer, commettant des actes sexuels. Et ils se rendent compte que
Une de ces adresses IP est localisée à Périgueux. Et à ce moment-là, il y a un rapprochement qui se fait. Il localise cette adresse qui correspond manifestement au fameux Ioniq. Alors, comment le gérant de la salle de jeu va-t-il réagir face à toutes ces accusations? Ioniq avouera-t-il les faits? Et dans combien d'affaires est-il réellement impliqué? Aux yeux des enquêteurs, Ioniq, 40 ans, apparaît désormais comme un dangereux prédateur. Pourtant, l'homme n'a pas de casier judiciaire et n'a jamais fait parler de lui. Il a grandi à Périgueux, dans une famille équilibrée, aux côtés de son frère cadet. Il n'a aucun problème durant son enfance. Il est bien entouré par des parents attentifs, aimants et attentionnés. Et il n'a subi lui-même aucune maltraitance physique, psychologique ou sexuelle. Mais dès son plus jeune âge, il subit de lourdes opérations chirurgicales. C'est un enfant qui est né avec un micro-pénis. Du coup, toute son enfance et son adolescence va être une succession d'opérations, de chirurgie, d'interventions chirurgicales pour lui reconstruire un canal urinaire. Malgré ce traumatisme, Ioniq parvient à suivre une scolarité normale et devient à l'âge adulte animateur de centres aérés. Il va travailler principalement avec les mineurs, puisqu'il va intervenir dans des écoles. Il gère la cantine, les garderies des enfants. Puis à la fin des années 90, Internet se popularise et il ouvre une première salle de jeu en réseau, puis une seconde, bien plus grande. À Périgueux, personne ne le connaissait vraiment, à part les jeunes qui allaient dans son établissement. On peut dire que c'est une personne tout à fait lisse. Un établissement normal, des gamins qui s'éclatent sur les jeux en réseau. Sur le plan personnel, Ioniq assume pleinement son homosexualité. Il est en couple avec un jeune homme qu'il a rencontré à la salle de jeu à l'époque de ses 15 ans, mais qui est beaucoup plus jeune que lui. Donc toujours cette attirance, on va dire, pour des jeunes hommes. Un détail qui ne passe pas inaperçu auprès des enquêteurs. 5 semaines après la plainte de Vincent, le quadragénaire est arrêté puis entendu dans les locaux de la police judiciaire. Il parle concernant Vincent de consentement et c'est là où il est loin d'être bête. Il va parler du fait que les relations consenties avec Vincent pour coller sur les dates se passent après ses 15 ans. Donc en fait la majorité sexuelle en France. Tandis que les déclarations de Ioniq laissent perplexes les enquêteurs, une perquisition est réalisée au domicile de ses parents, chez qui il habite encore. Et effectivement, ils mettent la main sur plus d'une centaine de milliers de fichiers à caractère pédopornographique. Photos, vidéos, que sais-je encore. Et ils estiment finalement qu'en une dizaine d'années, ce sont plus de 208 000 fichiers de ce type qui ont transité dans ses mains. Ce qui est colossal. Interrogé à ce sujet, l'homme a une réponse, toute trouvée. Il ne peut que reconnaître qu'il a ces fichiers et qu'il les regarde. Sauf qu'il va essayer de dire que ça y est, il a arrêté, c'est plus son truc, ça fait un petit moment qu'il a mis de la distance, il se reconstruit par ailleurs. Faux. Les dates de téléchargement ne correspondent absolument pas à ce qu'il dit. Jusqu'au dernier moment, il était fan de ce genre de fichiers, il en était boulimique, il s'abreuvait de ça manifestement. Alors, les enquêteurs vont-ils faire d'autres découvertes accablantes? Comment se passera la confrontation avec Vincent? Est-il la seule victime du prédateur? À Périgueux, après 24 heures de garde à vue, les policiers veulent pousser Ioniq dans ses retranchements. Et pour cela, ils organisent une confrontation avec Vincent
sa victime présumée. C'est toujours un moment important lors d'une enquête. C'est là vraiment où on voit les sentiments des deux, où la personne peut craquer. Le moment où les enquêteurs commencent à sentir si oui ou non il y a affabulation. Le cas de Vincent est particulier parce qu'on voit que ça dure depuis très longtemps. Mais rien n'y fait. L'ancien responsable de la salle de jeu continue d'affirmer que ses rapports avec Vincent étaient consentis. Il y a toujours une reconnaissance à demi-mot, voire pas de reconnaissance, et toujours une façon de se déculpabiliser ou tenter de justifier ses faits. Voilà, donc ça a toujours été ça, c'est toujours mais je lui donnais de l'argent, mais j'ai fait ça pour lui, mais il était en difficulté. On est toujours un petit peu dans ce mode de défense en fait, un petit peu de ne pas reconnaître en totalité. Pour les enquêteurs, Yonick ne dit pas toute la vérité. Ils en sont d'autant plus persuadés que Vincent leur a fait de nouvelles révélations. Il se retrouve avec un ami chez Yonick, où Yonick, qui lui ne s'alcoolise pas, les alcoolise, enfin en tout cas leur propose de l'alcool. Et puis même ça ira jusqu'à des fellations réciproques. Cette nouvelle victime, que nous appellerons Antoine, était âgé de 15 ans au moment des faits, à l'été 2004. Face aux policiers, Vincent raconte que cette énième agression sexuelle a eu l'effet d'un véritable électrochoc sur eux. Et là, ils se regardent et ils disent non, stop, on arrête. Et s'il n'y avait pas eu cet événement, peut-être que ça aurait duré encore plus, on ne sait pas. Le 6 juin 2012, après 48 heures de garde à vue, Yonick est mis en examen pour détention et diffusion de fichiers pédopornographiques, corruption, agression sexuelle et viol sur mineurs de moins de 15 ans. Le 25 juin, Antoine décide, à son tour, de déposer plainte. Je pense qu'il se sentait victime isolée, sans dire que l'une des plaintes soutenait l'autre. C'était aussi pour dénoncer des faits graves et éviter que de nouvelles victimes soient faites. Au commissariat, Antoine explique comment, adolescent, il est tombé entre les griffes de ce prédateur. Il va commencer donc à fréquenter cette salle de jeux vidéo et j'allais dire dans le même processus qu'avec Vincent, commencer à sympathiser avec Yonick, qui va un peu le prendre sous son aile, qui va être un petit peu la figure paternelle qu'il n'avait plus, l'emmener au restaurant, lui donner un peu d'argent et de façon insidieuse, le contexte sexuel va se mettre en place. Les similitudes avec l'histoire de Vincent sont saisissantes. Suite au témoignage d'Antoine, Yonick est auditionné une nouvelle fois. Il prétendra qu'avec Vincent c'est une relation amoureuse. Avec Antoine, il dira alors là carrément que c'est pour l'éduquer sexuellement. Ou voire même pour tenter avec Antoine des choses qu'il fera avec Vincent. Pour les enquêteurs de la police judiciaire de Périgueux, le profil de Yonick semble de plus en plus inquiétant. Comme toutes les victimes un peu de Yonick, plutôt des jeunes un peu isolés, timides, renfermés sur eux, pas des jeunes, on va dire, très expansifs dans leur vie. Il y a une véritable emprise psychologique, bien sûr. Des enfants et un adulte. Comment il peut en être autrement? Ça peut pas être autrement. La relation est totalement déséquilibrée. Il n'y a pas de relation. C'est un chasseur et c'est des proies. Un prédateur des proies. Alors, que va révéler la suite de l'enquête? Depuis combien de temps Yonick sévit-il? Et quelles seront les conclusions des expertises psychologiques? À Périgueux, au mois de juillet 2012, le docteur Paul Bonan rencontre Yonick à la maison d'arrêt afin de dresser son profil psychologique. Il y a chez lui une forme d'immaturité et une forme de méconnaissance de la sexualité
avec des difficultés à aller vers des gens de son âge ou plus âgés que lui. Et c'est pourquoi il s'est rapproché d'enfants ou de jeunes adolescents, comme si finalement il était à l'égal de ces jeunes enfants ou de ces jeunes adolescents. Mais pour l'expert, cette perversion va encore plus loin. C'est qu'il rapporte que finalement c'était eux, c'est-à-dire les enfants ou les jeunes adolescents, qui étaient à la recherche de ce contact, qui étaient demandeurs, et il se dit victime d'avoir répondu favorablement aux attentes des mineurs qui, en quelque sorte, ont facilité le passage à l'acte. Les conclusions du docteur Paul Bonan sont sans appel. Il n'a pas de pathologie mentale, ce qui fait qu'on ne peut pas parler de dangerosité psychiatrique. Par contre, le profil est très nettement d'un pervers pédophile. Désireux de lever le voile sur la personnalité trouble de Yonick, les enquêteurs poursuivent leurs investigations auprès de ses anciens employeurs. On entendra bien sûr l'école qu'il employait, qui donnera en fait les dates de ses périodes d'emploi et qui dira qu'il avait repostulé quelques années après. Alors il ne sera pas sélectionné parce que il y avait des rumeurs et des informations comme quoi il contactait des mineurs par Internet. Après plusieurs mois de travail titanesque, une ancienne plainte refait surface. Et encore une fois, il s'agit d'un jeune garçon, que nous appellerons Léo. Au mois de juillet 2011, Léo, 14 ans, avait déposé plainte pour agression sexuelle. Ce petit garçon déposera plainte en expliquant que c'est pareil, un passionné de jeux vidéo, passionné de jeux de rôle. Il part un week-end avec Yonick, son compagnon qui a 21 ans, en Creuse, et où lors d'une sieste, il sentira Yonick lui caresser le sexe par-dessus le drap. Alors que 200 km le séparent de son père, Léo se sent pris au piège. Il arrive à sortir de la maison, à téléphoner et à dire « Papa, il se passe des choses qui ne vont pas ». Son père arrive, il pète presque les plombs, il prend son gamin, il part en voiture et il est bouleversé. Accompagné de son père, Léo dépose plainte. Mais à cette époque, Yonick ne sera ni convoqué, ni inquiété, faute de preuves concrètes. Fort de cette information, la déposition du jeune garçon est ajoutée au dossier. L'ancien responsable de salle de jeu est désormais accusé de viol et d'agression sexuelle par 3 personnes différentes. Alors, le procès de Yonick fera-t-il toute la lumière sur ses crimes? Parviendra-t-il à expliquer ses gestes? Et comment les victimes vivront-elles cette audience? C'est toujours très difficile. Assis sur le banc des parties civiles, aux côtés des 2 autres victimes, Vincent, 23 ans, se prépare à affronter son bourreau. C'est quelqu'un qui est fragile parce que c'est l'histoire de sa vie. C'est pas aussi évident d'être là devant ses juges et, j'allais dire, devant un jury et éventuellement du public pour raconter ce qui s'est passé. Je crois que c'est quelqu'un qui attendait réellement le procès pour avoir une vraie reconnaissance de sa qualité de victime. Tour à tour, Vincent, Antoine et Léo trouvent le courage de raconter leur histoire à la barre. Les témoignages qui se succèdent, c'est toujours poignant, c'est toujours très très dur. Tout le monde est silencieux. Ils espèrent avoir une reconnaissance pleine et entière
de la responsabilité d'Ionique et ils vont pas l'avoir. Ils vont avoir quelqu'un qui est derrière un mur, qui reconnaît à demi-mot, qui minimise, qui, comme le font beaucoup les accusés, va un petit peu culpabiliser les victimes en indiquant qu'elles ont participé aux faits. Ionique va encore plus loin et prétend même avoir eu des relations amoureuses avec eux. Pour lui, c'est pas un adulte, Ionique. Quand il est dans des rapports sexuels, pour lui, c'est un garçon. Donc il trouve ça normal. Sauf que durant tout le procès, voilà, il a fallu expliquer que non, c'est pas normal d'avoir des relations sexuelles avec des jeunes garçons. C'est seulement après 3 jours d'audience que Ionique esquisse un début de regret. Finalement, après le réquisitoire implacable de l'avocate générale, implacable, les faits sont là, il n'y a rien à dire. Il sera bien obligé de reconnaître que oui, effectivement, il a fait ça et surtout que ça ne se fait pas faire ça. Surtout que ça ne se fait pas. Le lundi 15 septembre 2014, Ionique est condamné à 12 ans de prison, ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire de 10 ans, et l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec des mineurs. Les parties civiles sont, contentes du résultat. Après, voilà, c'est une page qui se tourne, le procès fini. Après, il y a toute la reconstruction, personnelle à entreprendre. Crime se rend maintenant à Saint-Magne, en Gironde. Le 24 juillet 2014, Colette est retrouvée morte dans les décombres de sa maison calcinée. Découvrez cette affaire bouleversante pour Crime.